Bon, merci, merci d'être venu. Je vais vous présenter l'histoire de l'Institut français du Togo. Quand j'ai été contacté pour éventuellement faire une conférence pour présenter un projet phare, j'ai réfléchi un petit moment. Je ne sais pas si on peut le qualifier de projet phare de l'agence, mais ça me semblait intéressant éventuellement au-delà du projet, de vous présenter l'histoire du projet, tout le déroulé depuis la commande jusqu'à la livraison. Parce qu'il y a voilà, pas mal de péripéties en général qui se passent au cours d'une opération, dont on vous parle d'ailleurs peut-être pas peu au cours des études. Et comme on a eu pas mal de rebondissements sur cette opération, ça me paraissait être intéressant, en tout cas, de vous présenter ça. Donc, ce projet est d'ailleurs le premier projet de l'agence. Justement, sur mon retour du Sénégal, hein, je m'étais expatrié 3 ans pour suivre le chantier du lycée français de Dakar. Et donc, en m'installant à Bordeaux, j'ai créé l'agence. Et du coup, voilà, début d'activité. Au cours des 3 ans à Dakar, j'ai croisé les agents du ministère des Affaires étrangères. Alors, exactement ceux de la DIL. Alors je le précise parce qu'on va en entendre parler tout au cours de l'histoire. Donc la DIL, c'est le département immobilier et logistique, c'est les agents de l'État, du ministère des Affaires étrangères, qui chapeautent toutes les opérations immobilières à l'étranger. Ça concerne les ambassades, ça concerne les instituts, et en l'occurrence, à l'époque, ça concernait également les lycées français. Donc de retour en France, je m'installe et à cette époque-là, donc la DIL, basée à Dakar, lance une opération au Togo pour refaire un institut français qui était dans des locaux vétustes. Et ils avaient la possibilité de récupérer 2 bâtiments, alors qu'on va voir par la suite, qui étaient 2 bâtiments occupés par l'IRD, anciennement Orstom, donc c'est l'Institut de recherche et de développement. Et 2 bâtiments existants des années 50 dans lesquels ils voulaient mettre l'Institut français. Donc, c'est un projet à économie de moyens, comme très souvent, les caisses sont vides. Donc, ils envisageaient d'avoir recours uniquement à des architectes togolais pour également faire des économies sur les honoraires de maîtrise d'œuvre. Et sachant que moi je venais fraîchement de revenir et que j'avais ouvert mon agence, ils m'ont quand même consulté en se disant on ne sait jamais, on aura peut-être un plan B. Ils n'avaient pas forcément trouvé d'architectes sur place voilà, avec lesquels ils étaient sereins pour pouvoir accompagner ce projet. Du coup, ils m'ont interrogé. Et contre toute attente, on a remporté le marché. Donc c'était un MAPA. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Vous devez avoir entendu parler des concours d'architecture. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Il y a également les MAPA, c'est les marchés à procédure adaptée. Et là, grosso modo, on vous demande combien vous allez coûter avant de mettre en place un projet. Voilà comment ça s'est passé. On leur a dit à quel prix on pouvait travailler. Et visiblement, en tout cas, c'était dans leur corde. Alors petit rappel géographique, le Togo. Voilà, c'est un pays lanière avec une frange maritime calée entre le Ghana à l'ouest et le Bénin à l'est, ici, et donc une frontière commune également au nord avec le Burkina Faso. Donc l'opération se passe à Lomé. Lomé, c'est donc la capitale qui est sur le front de mer. On est sur une ville coloniale sur laquelle il y avait un plateau qui, à l'heure actuelle, est le quartier administratif. Et c'est dans ce quartier que se localise le site. Donc, voilà le site, les 2 bâtiments que le ministère souhaitait transformer en institut français. Alors, avant de lancer une opération, les maîtres d'ouvrage mettent en place une programmation. Donc, dans ce cas précis, c'est eux en interne, ils n'ont pas fait appel à des programmistes, c'est eux en interne qui ont mis en place la programmation. Et ils ont interrogé l'équipe qui était en place, ce qui se fait habituellement, pour savoir quels sont leurs besoins, comment ils souhaitent que le futur institut soit mis en place. Du coup, là, je vais faire une petite aparté. Il y a donc la DIL qui est, on va dire, les services techniques, les sachants qui maîtrisent l'opération, et puis il y a les usagers. Les usagers, donc en l'occurrence là l'équipe de l'Institut français du Togo, qui utilisent les lieux, qui ont des attentes, etc. Les équipes qui sont en place à l'étranger, comme ça, il y a un turnover qui est assez régulier, à peu près tous les 3 ans.
Et donc, tous les 3 ans, on a affaire à de nouveaux interlocuteurs, et donc à de nouvelles attentes. Au moment où ils ont mis en place la programmation, il y avait une équipe dirigeante de l'Institut français du Togo qui était en place et qui avait pour politique culturelle de tout externaliser. En fait, si on les écoutait, ils n'avaient pas besoin finalement de locaux. Ils font une exposition, ils louent une salle, ils font un concert, ils louent une autre salle, en fonction des besoins. Voilà, tout se passe dans la ville par rapport à l'offre qui est disponible. Alors, la DIL, étant quand même responsable des équipements français à l'étranger, a mis en place un programme, se disant qu'il fallait quand même à minima que soient en place des bureaux. Donc on parle de bureaux, d'une médiathèque, il y a un théâtre de verdure qui était prévu, un auditorium, voilà, un certain nombre d'espaces pour que l'Institut puisse fonctionner, même si la politique actuelle était d'externaliser. Donc, nous, on arrive au Togo début 2012, et justement, l'équipe vient de changer. Et c'est plus du tout le même son de cloche. Donc nous, on arrive sur place, on découvre donc le site, là, ces 2 bâtiments, donc architecture blanche coloniale sur pilotis, des auvents assez caractéristiques de l'époque coloniale des années 50, dans lequel donc le ministère veut mettre en place l'Institut. Et on découvre donc des nouveaux interlocuteurs qui n'ont pas du tout la même vision, la même approche sur le projet. Et là, d'un coup d'un seul, toute la programmation, tout ce à quoi on doit répondre, ne marche plus. Il faut un grand auditorium cette fois-ci, il faut un grand théâtre de verdure, il faut une galerie d'exposition immense, bien évidemment. Il faut voilà, donc la première rencontre, au-delà du site, ça a été de nouveaux interlocuteurs et une contre-argumentation du cahier des charges qui était en place. Ce qui nous a mis dans une situation un petit peu délicate. Alors pour autant, comme il change, la politique, la ligne directrice, c'est quand même la DIL qui la maintient. Et donc nous, on nous demande de répondre au cahier des charges et de mettre en place donc, dans les bâtiments existants le projet. Alors je ne sais pas si vous avez vu, les bâtiments tels qu'on les a retrouvés, ils étaient abandonnés depuis un petit moment, donc on a la végétation qui a bien pris le dessus, les bâtiments commencent à être détériorés, même s'ils étaient globalement sains. Et donc sur cette base, on a mis en place un projet. Alors, pour les inspirations du projet, peut-être rapidement, pour que vous compreniez un petit peu mieux ce qui a été mis en place par la suite, on avait 2 bâtiments. On a essayé de se caler sur l'existant. Si on regarde les forces du site, pour essayer de comprendre un petit peu l'esprit du lieu, on a un parc arboré avec de très vieux arbres un peu plus d'un demi-siècle plantés par les biologistes. Ces 2 bâtiments qui sont en retrait de la rue principale, quasiment alignés, mais avec un léger, on voit qu'il y a un léger angle légèrement décalé, avec une façade qui est pas exubérante, mais qui est relativement équilibrée, qui est plutôt sobre, plutôt élégante. Et voilà, donc ça c'était un petit peu le point de départ. On a considéré que le projet devait valoriser le parc, en tout cas essayer de le maintenir au maximum. Donc on a eu une répartition des bâtiments dans les zones les moins arborées pour éviter au maximum l'abattage. On a essayé de conserver l'écriture des façades existantes et on s'est inspiré de la tension qui existait entre les 2 bâtiments. Donc les 2 bâtiments existants étant celui-ci et celui-ci. Alors, on a 2 bâtiments existants, on a 2 éléments très forts dans le projet, qui était la médiathèque, qui est un élément important. Donc, naturellement, il est venu s'intégrer dans l'un des bâtiments. Et la deuxième entité forte du projet était le pôle administratif, donc qui s'est implanté dans le 2e bâtiment. Entre les deux,
est venu s'immiscer un bâtiment accueil qui met en connexion littéralement les deux bâtiments, puisqu'on a tiré un système de passerelle et en rez-de-chaussée et en premier étage, ce qui nous a permis notamment sur les linéaires de régler les différentes altimétries, donc les problèmes d'accessibilité handicapée, etc. Et donc ce point qui est l'accueil permet de dispatcher tout le site. Donc on travaillait sur ce système de franges et de tension entre le bâtiment, et le principe a été de le répercuter sur l'intérieur du site, donc sur la partie intérieure, toujours pour maintenir l'écriture des façades qu'on donnait à voir côté rue, et donc les interventions, on va dire, contemporaines propres sur les bâtiments se faisaient à l'intérieur du site. Et donc on prolongeait ce système de franges, donc avec ici une galerie d'exposition qui avait été envisagée, le gradin de l'amphithéâtre du théâtre de verdure qui était à l'arrière, adossé à un auditorium. Voilà, tout un système de franges qui nous permettait d'avoir un système de... en fait, on a deux axes pour circuler sur le site. L'entrée principale du site qui fait front justement au bâtiment accueil, et donc dans ce système de franges nous permettait de multiplier le principe de seuil et d'avoir une progression vers finalement l'équipement phare de l'Institut, qui est en général le théâtre de verdure, sur lequel on fait les concerts, les conférences, on va dire les événements les plus importants de l'Institut, de l'équipement culturel. Et puis on avait envisagé un deuxième axe également, dans la transversale, dans l'autre sens, qui lui aurait été privilégié en soirée, puisque l'Institut, normalement, on va dire sur la partie administrative et médiathèque, est fermée la journée. Et donc là, ça aurait permis d'avoir la cafétéria, une autonomie le soir, et de fonctionner sur des concerts, des conférences, au-delà des heures d'ouverture de l'Institut. Voilà, donc les grandes lignes. Donc on rattache les deux bâtiments, on intervient surtout sur le cœur d'îlot avec deux axes et un point névralgique qui est ici, associé aux têtes de verdure. Alors, dans un premier temps, on ne faisait pas l'intégralité du projet. La phase 1 concernait uniquement la médiathèque, la partie administrative et donc l'accueil avec tous les services associés. Le reste de l'auditorium, de la galerie, etc. intervenait théoriquement au cours d'une phase 2 qui devait donc s'engager suite à la réception du chantier de la première phase. Alors, on a donc mis en place ce projet, essayer de répondre tant bien que mal aux attentes, enfin d'une au programme et aux attentes également des usagers avec lesquels on rencontrait sur place. Sauf que comme ils contestaient là, finalement le fond de la programmation, c'était un peu compliqué de leur donner une réponse qui les satisfasse, puisque forcément, systématiquement, on risquait d'être à côté. Les surfaces ne correspondaient pas à leurs attentes. La manière de fonctionner ou la manière d'envisager la politique culturelle ne correspondait pas à leurs attentes. Donc en général, chaque phase a suscité une contre-argumentation. Enfin, voilà, ça a été assez âpre. Le summum a été d'ailleurs sur la livraison de l'APD. Donc l'APD, c'est une phase qui est quand même assez importante puisqu'on s'engage sur le coût du projet. Je ne sais pas si vous le savez, au moment des études, sur la phase APD, on a un chiffrage qui est très précis, et c'est sur ce chiffrage-là où on s'engage en tant qu'architecte sur le respect du budget. Donc c'est une phase qui est importante, et au cours de cette phase-là, la restitution à Lomé, on va dire que le détracteur peut-être le plus virulent qu'on rencontrait sur place, s'était mis en congé, d'ailleurs. Alors il avait oublié de nous le dire, pourtant on s'était annoncé quand même un mois avant. Donc il était en congé, par contre il était présent à Lomé, il a bien fait en sorte tous les matins de voir ses collaborateurs, que nous on recroisait dans la journée en réunion de travail, pour démonter point par point le projet qu'on leur soumettait. Et le mieux a été, je pense, juste avant la réunion de débriefing avec l'ambassadeur, où pareil, il avait dû trouver du temps durant ses congés pour appeler l'ambassadeur et lui faire valoir son mécontentement, ce qui nous a permis d'être accueillis par un ambassadeur passablement agacé. Donc c'était assez sympa comme savonnage de planche. Donc on a bien discuté, pas mal, et finalement le projet est quand même passé.
D'ailleurs, c'est assez paradoxal, hein, parce que c'est des points, en général, quand on a un mode de fonctionnement, on a du mal à se projeter dans un nouveau projet. Et là, par exemple, le hall d'accueil, qui dans leur structure actuelle sert également de hall d'exposition et par ailleurs est climatisé, là, c'était pas du tout envisagé comme ça. Donc, visiblement, c'était un point bloquant. Ils voulaient éventuellement qu'on mette des fenêtres de partout, ce qui était absolument pas possible ni envisageable, ni en termes de budget, ni même techniquement. Voilà, bref, un détail parmi tant d'autres. Donc, ça a fini par passer. On arrive au terme des études. On a lancé un appel d'offres et on a enfin pu lancer le chantier. Voilà, on a des magnifiques panneaux de chantier en Afrique. Sur l'appel d'offres, donc on a quand même essayé de sécuriser les choses pour avoir un chantier à peu près serein. Alors, on était parti sur plusieurs macro-lots, mais surtout, il y en avait un principal sur la démolition, le gros œuvre qui allait jusqu'à la peinture. Donc, à part les lots techniques qu'on avait sortis et la menuiserie bois, voilà, on va dire que c'était l'entreprise principale. Donc on avait sécurisé, on avait vérifié les références. Sur l'appel d'offres, bien évidemment, on a toujours des écarts pas possibles entre les différentes offres. Donc on travaille toujours avec une phase de négociation pour pouvoir rencontrer les entreprises, revoir les offres, recaler certains points. Et on avait fini par avoir un lauréat, Etrabat, pour pas le citer. Et donc en décembre 2012, on a pu commencer le chantier. Alors déjà, on a fait un petit peu de nettoyage, on y voit un peu plus clair, et puis on a commencé à casser. Donc ça, à la limite, ça va. Casser, pour y aller de la masse, en général, il n'y a pas trop de problème. En parallèle, en début de chantier, on est toujours en train de mettre en place les études d'exécution. Donc on a commencé à demander les différents plans, les échantillons. Et là, bizarrement, les interlocuteurs commençaient... on n'avait pas tout à fait la même réactivité qu'on avait eue durant l'appel d'offres. Donc, bon, c'est un peu inquiétant, parce qu'après, c'était aussi le pari. C'est, bon, potentiellement, l'entreprise est moins disante. Peut-être qu'elle est... En termes d'encadrement, on a toujours des soucis. Il faut quand même... C'est un accompagnement de chantier qui est bien plus lourd qu'en France. Mais bon, si on les accompagne bien et qu'on a une réactivité en face, normalement, on doit obtenir du résultat. Sauf que là, on n'avait plus de réactivité. Et en fait, on s'est aperçu par la suite que la personne qui avait géré l'appel d'offres, et qui avait été relativement rapide et réactive quand on leur demandait de remettre au point des pièces, en fait, c'était un sous-traitant qui avait du coup disparu en cours de route. Donc on était seul avec l'entreprise, qui était quand même beaucoup moins bien équipée, en tout cas, pour gérer une affaire. Ils ont des gars pour mettre sur le terrain, il y a un PDG pour signer des contrats, et en général, il manque un maillon qui est quand même indispensable, qui est le chargé d'affaires, hein, pour pouvoir organiser tout ça, gérer les études, etc. Donc ça a cassé, mais après assez peu de répondants, on a commencé à s'inquiéter. Et puis, on a commencé vraiment à s'inquiéter quand ça leur posait aucun problème de creuser au pied des bâtiments existants et de déchausser les fondations. Donc là, on s'est dit que visiblement, notre candidat n'était pas le bon. Donc, on l'a remercié. Alors ça, c'est pareil, ça a été une sacrée aventure que je ne développerai pas forcément parce que ça s'est passé en plusieurs rounds, mais on a résilié le contrat de l'entreprise. Et on a relancé une consultation pour aller rechercher ceux finalement qui n'étaient pas si loin que ça lors de l'appel d'offres. Donc voilà, là par exemple, pour immortaliser la sortie de l'entreprise, on a état des lieux, les comptages des briques pour s'assurer de ce que l'entreprise nous facturait à sa sortie. Bon, ça nous a fait perdre quand même un bon mois pour relancer la procédure, plus les 3 mois précédents. Donc déjà sur un calendrier de chantier qui était quand même très très court, puisqu'on était sur 8 mois. Bon, le planning de l'opération en a été pénalisé. Donc on est reparti, gentiment, avec des interlocuteurs un peu plus sérieux. Déjà on voit qu'il y a une lunette de géomètre sur le site. Pour l'implantation, on est quand même sur quelque chose de plus intéressant. Voilà, sur de meilleures bases, beaucoup plus propres. Et on a enfin pu avancer. Donc là, on était sur un mode d'encadrement de chantier un petit peu plus
peu plus classique, avec donc réunion hebdomadaire. Alors pour fonctionner d'ailleurs là-dessus, à chaque fois on est avec des co-traitants qui sont basés sur place, qui nous font remonter des photos tous les jours. Et donc tous les jours on rebondit en disant attention là, plus la vérification du compte-rendu hebdomadaire, etc. Donc c'est un encadrement de chantier qui est quand même assez lourd. Sachant qu'en plus on avait la mission de OPC sur cette opération, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Voilà, donc petit à petit, gentiment, tout s'assemble sur place. Alors tout est fait sur place. Il n'y a pas de ferraillage préfabriqué, c'est assemblé, ligaturé. Vous avez vu que les échafaudages, donc on est voilà, sur des étés traditionnels, fond de coffrage traditionnel, tout est traditionnel. Alors d'ailleurs, du coup, je fais une petite parenthèse sur le choix des matériaux du projet. Et donc l'un des premiers matériaux qui est décliné dans le projet, c'est le béton brut. Et justement, le béton brut, quand on a commencé à faire les essais là, sur les coffrages, il s'avère que le bois, en fait, c'est un bois acheté sur le bord de la route qu'ils appellent une bois de contrebande. Je suis un peu trop loin. Hop, et en fait, ils sont découpés à la tronçonneuse. Donc il y a des stries qui apparaissent sur le bois parce qu'il n'est pas dégauchi. Mais du coup, il marque le béton lors du coulage. Comme ils n'ont pas de banches industrielles et qu'ils vont forcément avoir usage de ces banches traditionnelles, je leur ai demandé de les faire sur un pas de 15 cm, je crois, et d'inverser à chaque fois. Ce qui fait que le béton, on a pu avoir un résultat de béton imprimé, sans matrice, juste parce que voilà, on l'aurait eu de fait, donc on a fait en sorte que le dessin soit maîtrisé et qu'on en tire un parti pris esthétique. Et puis comme le béton c'est toujours assez irrégulier, et pour avoir un vrai béton brut de décoffrage, il faut quand même une technicité, au final on l'a peint pour pouvoir maîtriser la couleur et l'homogénéité, et on garde comme ça la texture et l'accroche de la lumière. Donc ça c'est un des matériaux phares du projet. Le deuxième étant la brique de BTC, la brique de terre compressée. Alors ça c'est pareil, là pour le coup on est dans du développement durable, circuit court. On livre directement sur le site la latérite, on la tamise pour vraiment garder juste la poussière, et ensuite on va l'améliorer au ciment, 5% au ciment, et on fait passer le tout dans une magnifique presse. Et on sort voilà, une quantité de briques. Alors je ne sais plus en termes de cadence à combien ils étaient, mais voilà, on est vraiment sur la matière première est livrée sur le chantier, elle est transformée et tout de suite elle est mise en place. Voilà, et on a des briques assez belles, qui ont un taux de compression qui est assez impressionnant parce qu'on n'est jamais que sur de la poussière de latérite, du ciment et compressé. Autre matériau qu'on voit beaucoup dans le projet, c'est le bois. On est dans une zone, alors on est subsaharienne, mais on commence à être dans la zone tropicale, donc les forêts alentours produisent du teck, produisent de l'iroko, enfin plein de bois magnifiques qui là pour le coup, voilà, la production elle est locale, elle est autour de Lomé. Donc ce qui paraît être un luxe ici, du coup, est en fait un bois tout à fait courant, donc on en a profité. Ce qui nous a permis de faire les portes massives. Tous les plans de travail ont été travaillés comme ça, vous les verrez un peu plus par la suite. Et on a même réussi, au moment des études, lorsqu'on mettait en place les chiffrages, on s'est rendu compte que, grosso modo, le parquet en teck était à peu près au même prix, voire légèrement inférieur qu'au carrelage. Le carrelage étant importé, tout ce qui est importé, il y a des frais de douane, il y a etc. Donc on ne s'est pas posé de questions très très longtemps. On s'est dit qu'un parquet teck dans la médiathèque aurait quand même beaucoup plus d'effet que du carrelage. Je ne sais pas pourquoi c'est là, ça, mais c'est d'autres échantillons qu'on a testés. Le dernier élément qu'on retrouve de manière récurrente dans le projet, c'est également la serrurerie. Alors pareil, ça c'est des éléments qu'on peut se permettre de développer. C'est ouvrageux, donc ça prend du temps, mais
faut savoir que on est sur un rapport coût matière, coût main d'œuvre qui n'est pas du tout le même qu'en France. Donc du coup, l'approche et la conception du projet se fait pas de la même manière. C'est pas très grave d'avoir quelque chose qui est ouvrageux si finalement il utilise peu de matière. Il sera compétitif, on pourra se permettre en tout cas de le mettre en place. Donc du coup, les grilles, on peut se permettre des dessins qui sont un peu plus sympas qu'un baraudage uniquement droit, qui instaure potentiellement un caractère un peu carcéral hein, dans le bâtiment. Voilà, donc, ça permet d'avoir des choses peut-être un peu plus vivantes. Toujours avec le courage. Donc on continue tranquillement. Tranquillement, ça se passe bien. La qualité est globalement là. Mais on avance petit à petit. Alors donc, on avait la mission OPC, donc c'est l'organisation et le pilotage et la coordination de chantier. C'est-à-dire qu'en plus que notre mission d'architecte, on est gendarme, on vérifie la montre, les plannings, les approvisionnements, et on fait en sorte qu'il n'y ait rien qui vienne enrayer à un moment donné le bon déroulement du chantier, pour être garant en tout cas de la date de livraison. Ce qui fait qu'on avait un accompagnement de chantier beaucoup plus lourd et beaucoup plus conséquent. Et au fur et à mesure donc, que les mois passaient, on pointait le planning et puis on avançait, mais on creusait du retard aussi. Alors on discutait avec l'entreprise pour savoir quelles dispositions on pouvait mettre en place pour résorber ces retards. Alors on allait plus loin que ça d'ailleurs parce qu'on comptait les ouvriers, on les dispatchait sur le chantier, on programmait chaque semaine les tâches à engager pour la semaine d'après. Donc on n'est plus vraiment sur de l'assistance, on est sur... on était presque... on remplaçait le chargé d'affaires qui était bien. Au moins il était présent chaque semaine, on pouvait discuter avec lui. Mais le problème c'est qu'on dépensait beaucoup d'énergie, on s'agitait beaucoup, pour un résultat relativement mitigé. Alors d'ailleurs, la mission OPC, on ne voulait pas la prendre. C'est le maître d'ouvrage qui a insisté pour qu'on la prenne. À défaut de rien du tout, il préférait qu'on soit quand même là pour pousser et que les choses avancent. Mais n'étant pas réellement sur place, en tout cas personnellement, je n'étais pas à l'aise sur l'efficacité de la mission qu'on lui vendait du coup. Donc ça me gênait. Mais bon, on a fini par lui faire une réponse. Et donc, on l'a quand même contracté. Et donc, on avance. Bon, le gros œuvre confond en plus un petit peu le délai contractuel du chantier et son délai à lui, alors que derrière, il avait quand même du monde qui devait passer. Donc, on dérape, gentiment. Et de fin décembre 2013, eh bien, on voit la fin. Gentiment, mais il y a quand même pas mal de choses à faire. Alors on recule de 2 mois, 3 mois. On se revoit en mars. Bon, en mars, on n'y est toujours pas. Et ainsi de suite. Donc on dérape. Alors, au début, on est toujours avec les mêmes interlocuteurs qui ont suivi le projet depuis le début. Donc à chaque fois, notamment que ce soit l'ambassadeur, le conseiller culturel, le directeur de l'institut, enfin toutes ces personnes savent ce qui s'est passé, savent aussi les problématiques qu'on a rencontrées, l'entreprise qui a été virée, le magasin qui a brûlé, on a eu un incendie, donc toutes les persiennes, les anciennes persiennes qui étaient sur les bâtiments qu'on devait rénover et remettre en place, bon, elles ont disparu. Alors les assurances ne marchent pas non plus, donc c'est pareil, on a dû discuter un bon petit moment avant que le maître d'ouvrage remette la main à la poche pour pouvoir recommander auprès de l'entreprise les persiennes. Les importations qui ont du mal à sortir de douane, c'est toujours un petit peu aléatoire, il suffit d'une grève au port et puis voilà. Le vernis du parquet, alors le maître d'ouvrage ne nous a pas toujours aidé non plus d'ailleurs, parce que le vernis du parquet initialement était teinté, et au dernier moment on s'est aperçu que peut-être ça serait mieux de ne pas le teinter, donc en fait, il a fallu reponcer tous les parquets de toute l'opération pour remettre un vernis, qui finalement d'ailleurs n'était pas bon, il a fallu après tout regratter à la spatule pour pouvoir... Enfin voilà, il s'en est passé des choses. Mais depuis, je pense que j'en ai également oublié beaucoup.
Et donc on dérape, on dérape, on dérape encore. Et puis arrive, je parlais du turnover tout à l'heure, et ben on arrive au moment où l'équipe change. Et donc en septembre 2000, on est en septembre 2014 donc. Et ben l'équipe dirigeante change, notamment du coup nouvel ambassadeur qui arrive et à qui on a vendu un institut français flambant neuf qui allait lui permettre d'avoir une politique culturelle de la francophonie super. Et en fait il arrive et il découvre que ben, c'est pas fini. C'est pas fini. Et d'ailleurs donc l'équipe a changé toute sauf une personne. Notre plus grand détracteur du projet, qui lui est resté. Et c'est le seul à avoir l'historique, donc finalement, pourquoi les autres n'auraient pas une oreille attentive à ce qu'ils racontent du projet? Et potentiellement, que bon, déjà, c'est peut-être pas comme ça qu'il fallait faire. Bon, après, je ne sais pas exactement ce qui s'est dit sur l'incapacité de la maîtrise d'œuvre, mais bon, j'imagine que beaucoup de choses se sont racontées. Et donc, on va dire qu'on n'était pas en odeur de sainteté sur la fin, parce qu'au final, plus personne ne comprenait pourquoi cette opération avait tant dérapé. Et on finit enfin, en décembre 2014. Donc, l'opération finit par être propre, on a un peu de pelouse, on a des réserves à non plus finir, mais voilà, ça commence quand même à ressembler à quelque chose. Le résultat est globalement plutôt propre, donc on est plutôt satisfait, et puis alors surtout on est quand même épuisé, parce que sur un chantier de 8 mois, au final, ça fait quand même 1 an et demi. 1 an et demi où du coup on se sent quand même un peu responsable. Alors surtout quand c'est votre premier projet comme ça, vous avez envie de bien faire, c'est votre référence, vous mettez, et puis en tant qu'architecte, on s'engage, en général on met quand même ses tripes pour arriver à quelque chose qu'on espère bien en tout cas. Donc ça a dérapé, la mission OPC à un moment donné, on l'a arrêtée parce qu'elle servait, vraisemblablement elle n'était pas efficace. Donc pas de souci là-dessus. Par contre, la mission d'accompagnement DET, d'accompagnement de chantier, il faut bien aller jusqu'au bout. Et comme on se sent un peu responsable au début, et puis surtout, à chaque fois, la fin, elle est là. On se dit, c'est pas possible qu'ils aient pas encore fini. Donc on se dit, c'est l'histoire d'1 mois ou 2. Donc on négocie pas d'honoraires complémentaires, en disant, c'est bon, c'est pour moi. Et sauf que de mois en mois, d'un mois de dérapage, ça fait 1 an de dérapage. Et du coup, quand on ne va pas chercher d'honoraires complémentaires, c'est peut-être aussi la leçon à retenir de cette opération, c'est que potentiellement, on se met quand même en difficulté financière, parce qu'on passe 1 an en plus à travailler. Parce que du travail, là, pour le coup, j'en avais. Ça m'occupait bien chaque jour, mais je n'étais pas payé plus pour ça. Donc voilà, c'était un petit peu scabreux comme situation. Et puis surtout, il y a une deuxième phase qui doit commencer. Donc on se dit que ça va repartir. Alors du coup, en septembre, d'ailleurs, donc c'était pas encore tout à fait fini, mais comme ça sentait quand même plus que la fin depuis un petit moment, la phase 2 devait s'enclencher. Donc la phase 2, je rappelle, c'est sur la partie arrière, à l'intérieur du site, le complément des bâtiments qui allait permettre de recréer ce cœur d'îlot, enfin ce cœur d'institut, avec un auditorium, un théâtre de verdure, une cafétéria et une galerie d'exposition, etc. Du coup, pour l'occasion, sur la mission de septembre, on se déplace avec une scénographe qui rejoignait d'ailleurs l'équipe pour pouvoir travailler sur le théâtre de verdure et sur tous les espaces scéniques. Et donc on était prêts. Il y a l'acte d'engagement, donc le contrat qui était sur le point d'être signé, il avait été préparé par la DIL. Et puis, entre-temps, comme le travail, on va dire, en sous-marin, en interne, avait fait son chemin, toute la programmation de la phase 2 a cette fois-ci été correctement remis en cause. Et donc le contrat s'est pas signé. Et ils sont repartis dans une phase de programmation
pour savoir effectivement comment ils abordaient ce point-là. Mais ce qui est sûr, c'est que du coup, nous, on n'a pas récupéré le contrat. Alors, on l'a d'autant pas plus récupéré que au cours de discussions, mais forcément, on avait des divergences sur la manière de mettre en place les choses, notamment parce que depuis le début, il y a un petit apatam, donc c'est un petit abri qui est au fin fond de la parcelle, à l'opposé de tous les accès depuis la rue, qui nous semblait un peu une aberration d'utiliser, de réutiliser en tant que tel pour faire la cafétéria. Et donc c'était un gros point de divergence avec les équipes sur place. Et bon, je considérais que c'était un peu de mon devoir de les conseiller là-dessus, sachant qu'en plus on était tout à fait d'accord avec la DIL sur la manière d'aborder cette question. Donc j'ai maintenu ma position. Et voilà. Et on m'a gentiment dit au revoir. Donc ça s'est arrêté comme ça. Alors pour eux d'ailleurs, ils ont relancé une procédure d'appel d'offres sur la phase 2 qui a duré une plombe. Et je crois qu'ils ont signé l'année dernière là, les études. Donc en fait, au final, on divergeait peut-être, mais à l'heure actuelle, ils n'ont toujours pas leurs équipements d'ailleurs. C'est quand même dommage. Voilà, donc petite leçon également à retenir. Alors il y a le client est roi, bon, c'est une chose, mais en tout cas, la manière de faire passer les messages, toujours avec parcimonie et avec diplomatie. On disait, un diplomate qui vous dit oui, ça veut dire peut-être. Un diplomate qui vous dit peut-être, bon, ça veut dire non. Et un diplomate qui vous dit non, en fait, c'est pas un diplomate. Et je me suis placé dans la troisième catégorie. Et sinon, c'est bon pour moi. Il reste quelques photos qui vont défiler, mais je crois que j'ai si vous avez des questions, j'ai fait le tour de toute cette histoire. Est-ce que vous avez des questions? Eh ben, très bien. Alors, pour information, sur la partie mobilier, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est un designer togolais qui s'appelle Kossi Assou. Kossi, K-O-2-S-I, Assou, A-S-O-U. Ouais. Non, pas celle-là. Alors la presse qu'on a vue là, elle est à double compression. Il y a un bras de levier qui permet donc d'abaisser la partie supérieure, mais il y a également la partie inférieure. Du coup, elle est vraiment compressée à cœur. Il n'y a pas de faiblesse au cœur de la brique. Et après, le taux de compression fait que les parois latérales, elles sont globalement étanches. Maintenant, il vaut mieux aussi quand même bien traiter et les pieds et la partie supérieure des briques pour éviter qu'elles s'effritent et après que le reste du mur se désagrège. Mais c'est uniquement de la poussière, du ciment et puis après de la compression. Et elles sont séchées ensuite, on les laisse 2 à 3 semaines sécher à l'ombre. Et si possible, légèrement avec un petit peu d'humidité. Donc en général, ils imbibaient des toiles de jute, des sacs de toiles de jute qu'ils remettaient au-dessus. Et on attendait la production à chaque fois 2 semaines pour pouvoir ensuite les mettre en œuvre.
Voilà, on arrive au terme du diaporama. Sur les conflits entre les maîtrises d'œuvre et les maîtrises d'ouvrage? C'est une bonne question. En fait, moi, ce qui me plaît dans ces latitudes-là, c'est que justement, on n'a pas, déjà, on n'a pas la RT 2012, et, non, et surtout, du coup, on a un rapport à l'enveloppe qui n'est pas du tout la même. Hein. On peut avoir, enfin, parce que finalement, c'est vrai que la réflexion en France ou dans la zone, on va la réfléchir en termes de chauffage. Là, à la limite, on va la réfléchir en termes de climatisation. Mais on n'a pas besoin de climatisation partout non plus. Donc c'est sûr que dans un bureau, on va le chlore. Par contre, ça donne des espaces au niveau des circulations, des halls, de toute la limite du bâtiment qui peut être beaucoup plus poreux et je trouve donne du coup beaucoup plus d'épaisseur aux façades. Et il y a une relation entre l'intérieur et l'extérieur qui est pas brutale. C'est pas juste un seuil. Je passe pas une porte et voilà, je suis passé de l'extérieur à l'intérieur. J'ai toute une progression. Il y a une succession de seuils. On est accompagné par des auvents. On est une fois couvert, une fois c'est le sol qui matérialise à un moment donné le cheminement ou la transition. Voilà. Et au bout du cheminement, au bout du parcours, là, on arrive vers l'espace fermé. Et ça, est-ce que j'ai pu le transférer en France Non, je sais pas. Moi, je reste bloqué avec ce. Voilà, il faut que tout soit étanche, il faut que tout soit bien isolé. Donc bon, après, c'est une approche qui est différente, hein, mais je crois que c'est pour ça que je multiplie aussi les projets en Afrique ou sur des zones qui peuvent être semblables, parce que je trouve en tout cas que en termes de conception, c'est plus riche. Ça me semble plus riche. Ouais, alors c'est vrai que je ne l'ai pas du tout précisé. J'ai juste précisé qu'on avait essayé de préserver la façade existante sur la rue principale et qu'on avait essentiellement travaillé du coup sur les accroches contemporaines intérieur site. Alors ça, c'est vrai, mais c'était appuyé aussi par le fait que justement intérieur site, on était sur la façade sud-ouest et que c'était un moyen justement de venir glisser tout ce qui était galerie ou bâtiment complémentaire ou espace technique, zone tampon qui permettait du coup d'améliorer l'enveloppe thermique du bâtiment. On a isolé les combles également. On est intervenu sur quoi? Après la mise à l'ombre de tous les vitrages, donc là, comme les cassettes qu'on a rajoutées pour éviter justement le rayonnement solaire direct, qui est finalement le plus gênant. Voilà, on a essayé de mettre un peu la batterie de ce qu'on avait à disposition pour améliorer l'enveloppe thermique des bâtiments, voilà, sachant que bon, ce projet, il a commencé, on avait 650 000 € de budget pour traiter à peu près 1200 mètres carrés. On a fini à peu près 1 million. Mais donc ça donne quand même une idée. Et voilà, il faut, quand on dit c'est économie de moyens, c'est vous avez peu, c'est sûr, faites le maximum, hein, donnez-nous-en le plus, mais voilà, il faut faire avec des choses rudimentaires, avec ce qui est disponible sur place. Dans la mesure du possible, éviter de faire des importations. Alors, sauf que c'est impossible de le faire à 100%, surtout quand on met de la climatisation. Mais c'est pour ça aussi qu'on a recours, en tout cas, à la BTC, au béton, qu'on pourrait critiquer comme étant un matériau pas forcément très vertueux, mais il y a des cimenteries au Togo, donc finalement, c'est quand même une production qui est locale, qui fait tourner l'économie locale. Voilà.